bouleverserait pas à ce point-là. Bonjour à toutes et à tous, de retour dans la grande nef du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux pour les Facebook Live de cet après-midi pendant le salon BD sur la Première Guerre mondiale et un peu au-delà. Mais là on va parler d'une bande dessinée sur la Première Guerre mondiale avec Laurent-Frédéric Bollé. Bonjour Laurent-Frédéric. Bonjour à tous. Qui est scénariste de bande dessinée et donc invité sur le salon pour ce diptyque, Un long destin de sang, qui est très original dans la production des bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale parce que ça se passe à l'arrière, ça se passe en grande partie dans Paris, sous le feu de canons à longue portée allemands. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'intrigue ? Déjà, merci pour l'invitation et je suis ravi de découvrir ce musée que je ne connaissais pas mais dont j'ai bien sûr entendu parler et qui est vraiment formidable. Alors cette intrigue, elle est née d'un challenge pour tout vous dire, puisque le dessinateur Fabien Baudouel, à l'époque, j'avais fait sa connaissance et il m'avait dit « je veux dessiner sur la Première Guerre mondiale ». Alors je crois que c'est ses origines familiales et notamment son grand-père qui était soldat, ça l'a marqué et il voulait vraiment illustrer la Première Guerre mondiale. Et donc l'éditeur m'avait dit essaye, on voudrait bien que tu lui fasses un scénario sur la Première Guerre mondiale. Et moi mon premier réflexe il a été évidemment d'essayer de se dire Première Guerre mondiale, image classique, les tranchées, on va essayer de faire différent. Voilà. Mais j'étais vraiment à la recherche d'une idée un peu originale. Et je ne sais plus comment, mais je suis tombé sur le récit effectivement de cette semaine un petit peu folle qu'ont connue les Parisiens en mars 1918, où donc la ville, la capitale française, s'est retrouvée bombardée par des obus qui tombaient apparemment au hasard sur différents endroits de la ville. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Alors l'aviation à l'époque déjà c'était embryonnaire, donc s'il y avait vraiment eu de l'aviation on s'en serait rendu compte, mais là littéralement c'était la seule explication pour savoir d'où tombaient ces obus, c'était pas le cas. Donc un vrai mystère, les obus tombaient au hasard, et il y avait même eu un drame terrible sur une église pendant le vendredi saint donc de Pâques 1918, où il y a eu je crois 80 morts. Et donc c'était vraiment des événements dramatiques. Alors on sait maintenant que c'était un canon à longue portée allemand dans la forêt de Compiègne qui balançait des obus un peu au hasard, mais on ne le savait pas. Et donc moi je suis, en tant que scénariste qui ne résiste pas aux tentations d'essayer d'inventer des choses qui sortent de l'ordinaire, je me suis imaginé que un jour, parce que la préfecture communiquait chaque jour sur le nombre de morts. Alors je sais, ça c'est aussi un fait authentique, qu'il y a un jour sur cette fameuse semaine où il n'y a qu'un mort. Et la préfecture, c'est un communiqué authentique, dit aujourd'hui il y a eu un mort, sous-entendu, et un seul, mais on ne sait pas qui c'est. Je me suis dit, je vais créer la vie de ce civil ou ce mort inconnu. Mais bien sûr, j'ai un peu compliqué la chose en mettant en scène une sorte de complot qui fait que ce mort n'était pas un mort anodin et qu'on a profité d'un soi-disant bombardement pour en fait maquiller une mort au nom un peu de la raison d'État. Voilà. On en saura plus en lisant l'intégrale. Alors, on connaît tous la Grosse Bertha. Oui. Là, pour le coup, c'est pas la Grosse Bertha. Non. C'est un autre canon. Oui, parce que alors moi j'avais appris donc que la différence entre cette appellation commune de Grosse Bertha fait référence à la grosseur de l'obus, alors que là on parle bien de la taille et de la longueur du canon. Et c'est ça qui faisait qu'effectivement l'obus, pas forcément très gros, pouvait bien parcourir une 50aine de kilomètres. Donc là, et ça suffit depuis la distance et multiplié par la vitesse pour que ça vienne bien détruire une façade et que ça puisse bien écraser pas mal de personnes. Mais c'était bien effectivement le canon à longue portée qui est l'élément fondamental plus que la traditionnelle appellation de Grosse Bertha. Alors on imagine que pour faire un scénario comme ça, il faut se documenter abondamment. Il y a beaucoup de documentation sur les canons à longue portée allemands ? Non, pas vraiment, je dois être honnête, parce que il suffit juste de savoir que des obus s'abattent par hasard et que pour moi ça va être un prétexte pour une histoire dramatique avec effectivement des rebondissements, des agissements sous-main, des personnes peu recommandables qui sont à l'origine effectivement d'une affaire un peu militaire. Voilà, là aussi j'en livre un petit peu, mais en fait l'idée c'est qu'effectivement il s'est passé quelque chose dans les tranchées quand même et qu'on essaye de maquiller cette affaire qui n'est pas très glorieuse pour l'armée française par justement une victime qui en sait trop, qui serait victime de ces obus qui tombent un petit peu de n'importe où. Bon, pour moi c'était un prétexte. Donc non, effectivement, là je ne peux pas dire que je me suis beaucoup documenté. En revanche, apparaît dans ce livre le personnage d'une femme, Hélène Brion,
qui est un personnage authentique, donc une pacifiste, féministe avant l'heure, enfin comme on dit maintenant, parce que c'est vrai qu'à cette époque c'est pas la norme. Et bon, là je sais que je me suis un peu renseigné sur elle, mais elle a existé, elle était effectivement assez militante, et je n'ai pas résisté en quelque sorte à la mettre en scène. Bon, mais évidemment, c'est surtout le cadre global, ce contexte un peu de guerre, de fin de guerre, d'arrière du front, de capitale parisienne, où effectivement là, je m'étais dit je vais sortir un peu des clichés, et où évidemment on a fait une reconstitution qui se veut évidemment fidèle. Oui, parce qu'on voit vraiment la vie à l'arrière, avec les poilus qui sont en permission, Oui. avec voilà, les officiers qui peuvent un peu parader en uniforme d'apparat. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu très peu pendant toutes les commémorations dans la bande dessinée. Oui, et c'est vrai que maintenant c'est un peu un motif de contentement, presque de fierté par rapport à cet album. Évidemment, quand je vous ai parlé tout à l'heure du challenge que j'avais dû relever, mais je suis le premier conscient que le passage obligé d'un récit sur la Première Guerre mondiale est sans doute quand même de mettre en scène des tranchées ou des combats purs et durs. Et je veux prendre pour exemple évidemment l'exemple de 1917, voilà, un film qui sort récemment, qui fait l'actualité, qui se fait remarquer, mais on est quand même un peu dans la représentation un peu symbolico-caricaturale de la Première Guerre mondiale, même si effectivement c'est bien fait et que le film est vraiment très intéressant d'un point de vue technique, mais la représentation elle est quand même, moi je trouve, un petit peu trop too much. Bon. Donc là, effectivement, j'ai voulu en sortir, donc je ne peux pas renier cette volonté. Et sans doute m'a-t-il traversé l'esprit que mon éditeur peut-être aurait voulu un petit peu plus de classique. Voilà, j'avoue. Mais tout est bien qui finit bien, puisque mon alter ego artiste a tout de suite été convaincu d'une histoire originale. Et mon éditeur, j'ose le dire, m'a dit ah bah là ça change, car effectivement, ce côté un petit peu à l'arrière du front, Paris, mais toujours dans la Première Guerre mondiale, offre effectivement un regard qui sort de l'ordinaire. Donc écoutez, tout le monde y avait trouvé son compte. Alors, on peut effectivement souligner le dessin absolument superbe de Fabien Bédouel. Et alors, donc, le salon de la bande dessinée du musée de la Grande Guerre de Meaux, le thème de cette année est un petit peu élargi à la Première Guerre mondiale, puisque c'est la guerre industrielle et mécanique. Donc on peut revenir à partir de la guerre de sécession jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez une actualité qui va sortir le 8 mars, 4 c'est ça mars. 4 mars. Ah 4 oui, mars. c'est même demain presque. Plus récent que ça. Oui. Et ça s'appelle, on n'est plus dans la Première Guerre mondiale, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale même, pour être plus optimiste. Et ça s'appelle La Bombe. Et donc ça parle de toute la mise, comment dire, Moi je appelle ça la course à la bombe. la course à la bombe. Voilà, tout simplement la bombe atomique par les Américains, mise au point par les Américains. Et là aussi, on est dans quelque chose de complètement passionnant et c'est pas vraiment un pas de côté, mais enfin, on explique, on met en perspective toute la course à la bombe. Oui. Bah, écoutez, merci d'en faire mention. Effectivement, c'est mon nouvel album là qui sort, écrit en collaboration avec mes collègues Alcante et Denis Rodier. Effectivement, nous sommes en cette année 2020 dans le 75e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Il se trouve qu'aussi l'actualité fait que théoriquement auront lieu les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, et la date des Jeux Olympiques c'est 24 juillet 9 août. C'est évident que ce n'est pas un hasard si les Japonais ont voulu que ça se déroule bien en été pour qu'au moins soit intégré ce souvenir d'Hiroshima. Alors écoutez, c'est une histoire absolument qu'à la rigueur qu'on connaît tous, bien sûr. La bombe atomique a bien explosé, a bien bombardé, a bien détruit Hiroshima le 6 août 1945. Mais est-ce qu'on connaît vraiment tout ce qui s'est passé en amont pour arriver à ce résultat ? On connaît tous sans doute le projet Manhattan, tel que son appellation est restée célèbre. On sait sans doute que Oppenheimer est un grand savant qui a dirigé ce projet Manhattan, qu'il y avait le président Truman qui a forcément donné l'ordre, qu'il y avait l'empereur Hirohito. Bon. Mais je peux vous assurer que la grande histoire est souvent faite de petites histoires, que les coulisses sont évidemment toujours méconnues et sont parfois même le théâtre d'événements assez incroyables. Et donc dans ce grand livre de plus de 450 pages, eh bien, nous racontons globalement comment de 1933, depuis l'intuition de certains scientifiques, jusqu'à 1945, le monde effectivement a changé pour toujours et est entré dans l'ère atomique, et moi j'ose même dire dans une ère complètement nouvelle. En tout cas sans doute effrayante et terrible. Et donc voilà, ce livre raconte, et c'est vrai que c'est du coup peut-être un prolongement par rapport au lieu qui nous abrite aujourd'hui.
par rapport à effectivement donc, cette épopée scientifico-militaro-politico et humaine incroyable et terrible qu'a été la bombe atomique, la course à la bombe atomique, et le livre s'appelle donc La bombe. Parce que quelque part, je crois qu'on ne peut pas dire plus ni mieux. Oui, c'est assez clair. Et donc je conseille à toutes et à tous de lire ce livre qui est absolument passionnant. On apprend énormément de choses et ça se lit très facilement malgré les 450 pages qui peuvent être un peu rebutantes. Ça se lit parfaitement. Merci beaucoup. Et bien écoutez, Laurent-Frédéric Bollé, merci à d'avoir vous. répondu à nos questions. Et puis bonne fin d'après-midi et à plus tard pour un nouveau Facebook Live. Merci, au revoir.